Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'Une tasse de tech, le balado techno qui essaie de faire un jeu de mots avec Unpacked, mais que c'est pas facile parce que c'est pas un mot qui se francise très bien, mais c'est quand même là où nous sommes. Alain McKenna ici avec Pascal. Salut Pascal. Bonjour, et je me permets de... Bonjour Alain, et je me permets de spécifier que toi, tu es à San Francisco au Unpacked. On le voit pas, parce que ceux qui nous regardent sur YouTube voient que tu as l'arrière-plan Une tasse de tech, mais tu as la chance d'être à San Francisco pour l'événement Unpacked de Microsoft. On va en parler aujourd'hui avec bien concrète dans la main que je suis ici. Je vais en parler plus tard, OK? Parce qu'évidemment, je parlais d'Unpacked, tu l'as dit, c'est pour l'événement Samsung où le Galaxy S26 est présenté, mais ils ont présenté aussi quelques accessoires, dont les Buds 4 Pro. Je vais en parler tantôt. Mais oui, effectivement, excuse-moi Pascal. Donc, remercions et saluons nos commanditaires. Oui, TELUS et Plan Hub qui permettent ce podcast. On va parler de Samsung Unpacked 2026, comme c'était pas assez clair. On va parler de piles à électrolytes solides, des piles solid state. On va parler de Perplexity. On va parler du grand mensonge de l'intelligence artificielle. Et on va semer la controverse et l'émotion chez certains gens qui ne jurent que par l'intelligence artificielle. On va parler de la fin de Messenger. Bon, c'est pas exactement la fin, mais c'est plus Messenger.com, de liseuse pas chère. Et là, sérieusement, je vais le montrer pour ceux qui nous regardent ici. C'est la petite liseuse XT E-Ink X4 qui est minuscule, vraiment pas chère et vraiment chouette. Tu sais, des fois, des coups de cœur, là, tu fais « Oh mon Dieu, je l'ai payé avec mon argent en plus. » Alors, c'est pour dire comment ça plaît. Et toi, tu vas peut-être en avoir besoin pendant ton séjour d'écouteurs pour dormir sur vos deux oreilles confortablement sans bruit qui te garde éveillé. Ben oui, en fait, des écouteurs faits exprès pour le sommeil que j'en ai profité de les essayer en sachant que j'allais prendre l'avion et tout le kit et vous savez, les chambres d'hôtel, c'est pas toujours très silencieux, donc c'était approprié de les essayer. Effectivement. Merci Pascal. Écoute, je vais te dire, je le retrouvais pas. J'aimerais ça vous le lire. Je vais le lire la semaine prochaine. J'ai reçu un témoignage d'une lectrice qui a acheté mon livre Payez moins pour vous déplacer partout au Québec. Et elle met le doigt sur la jugulaire du problème dans la mobilité au Québec. Et elle dit effectivement, votre livre est une aide incroyable, non partisane et très objective de tout ce qui est tout ce qu'il est possible de faire pour sauver des gros sous pour se déplacer au Québec. Je ne l'ai pas avec moi parce que je voyage pas avec mes propres livres quand même, je lis d'autres choses. Mais si vous trouvez ce livre à la pochette jaune et noire dans votre librairie de quartier, n'hésitez pas, vous allez sauver des gros sous en suivant les conseils qui se trouvent à l'intérieur. Pascal, les espressos de tech démarrent sur les chapeaux de roue. Je dis ça littéralement parce que tu vas nous parler d'une batterie que j'ai vue, moi, en prototype dans une moto électrique au CES en janvier dernier, mais il y a du progrès du côté de la batterie solid state et ça, c'est réjouissant quand même. Oui, et c'est ça, le fait que ce soit testé de façon indépendante et que ça tienne ses promesses, c'est quelque chose qui est assez formidable. Parce que c'est bien beau d'annoncer une nouvelle technologie qui révolutionne les batteries de nos appareils connectés, les batteries à lithium-ion qui perdent leur capacité, qui se dégradent, qui sont dangereuses, qui peuvent exploser dans certains cas. Les piles solid state, les piles à électrolytes solides arrivent et là, on promet que ça recharge beaucoup plus vite, que ça a une plus grande capacité et que ça permet de durer beaucoup plus longtemps avec beaucoup plus de cycles. Et là, il y a une compagnie qui s'appelle Donut Lab, comme le Bang, Donut Lab, qui font la batterie, qui ont fait des tests indépendants, qui ont dit que leur batterie pouvait se charger à 80% en 9 minutes et demie, en conservant 100% de sa capacité. Donc, tu pouvais charger à 100% ta batterie, elle conservait toutes ses capacités, ou tu pouvais même les charger en 4 minutes et demie avec 99% de la capacité. Fait que tu peux, 4 minutes et demie, ça, c'est une batterie qui aurait peut-être pris 30 minutes avant de se charger, 40 minutes, une demi-heure. C'est assez flyé. Les batteries solid state fonctionnent avec un matériel conducteur qui est sec, qui donc est moins dangereux, moins de risque de s'inflammer, de brûler, qui contiennent plus d'énergie sans dégradation. Moins sensible à la température aussi. Ouais. Moins sensible à la température. On parle de batterie de voiture qui se charge en 5 minutes. C'est assez génial. On parle de 400 Wh par kilo de batterie environ, capacité de la batterie, versus 200 à 300 pour des batteries à électrolytes standards.
Et on parle, et là, c'est capoté bien raide, 100 000 cycles de batterie, 100 000 cycles de batterie versus 1500 à 3000. On parle de, écoute, 10 fois plus de cycles, facilement plus que ça, 100 fois plus de cycles, 500 fois plus de cycles, 50 fois plus de cycles, facilement, avec une batterie qui contient plus d'énergie. Fait qu'une batterie plus petite, plus durable, moins dangereuse, et ça semble testé de façon indépendante et ça tient ses promesses. On craignait les surchauffes, on craignait tout plein de problèmes. Il semble que ça demande moins de refroidissement que les batteries standards pour charger à la capacité maximale. Ouais, c'est quelque chose impressionnant. De batterie état solide. En fait, dans l'automobile, c'est évidemment là l'application la plus évidente parce que c'est des grosses batteries. Et on parle globalement d'une amélioration à taille comparable, double de l'autonomie et moitié moins de temps à charger. Donc, c'est quand même un gain assez appréciable. Je pense que la mise en marché grand public s'en vient pour 2028 environ. Donc, ça va être intéressant de suivre ça, effectivement. Je vais tout de suite vous parler de la raison pour laquelle je suis présentement à San Francisco. C'était l'événement Unpacked de Samsung. Il y a eu une présentation, vous le savez, à chaque année, c'est la même chose. Unpacked, on présente une nouvelle version du Galaxy S, le téléphone phare chez Samsung, et cette année ne fait pas exception. Comme nous sommes en 2026, ce sont les Galaxy S26, S26 Plus et S26 Ultra qui ont été présentés. On en a parlé un petit peu dans les dernières semaines, dans une tasse de tech, l'esthétique a été un peu revue pour harmoniser la gamme. Hein. Le S26 Ultra qui hérite un peu de ce qui était à l'époque le Galaxy Note, était un peu tout seul dans son coin visuellement, mais là, on a vraiment rapproché les trois. C'est trois versions du même téléphone, très simplifiées. Les trois téléphones se ressemblent beaucoup, en fait. Et la grande nouveauté matérielle, au-delà de ce qui se trouve sous le capot, parce que c'est vraiment c'est une édition vraiment qui améliore un petit peu, c'est une évolution par rapport au Galaxy S25. Mais la grosse nouveauté, et Pascal, je pense que c'est le truc qui t'intéressait le plus, c'est l'écran privé, la fonction de confidentialité d'écran qui a été intégrée à l'affichage. C'est pas un filtre qu'on ajoute par-dessus et qui rend le téléphone un peu moins élégant. C'est vraiment au niveau des pixels que ça se joue. Ça permet de bloquer la vue latérale. C'est le fun parce que je l'ai essayé et c'est ajustable. Hein. On peut ajuster l'intensité du blocage et on peut l'activer ou désactiver à même un réglage rapide dans le menu déroulant d'Android du téléphone. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est pratique, ce qui fait que, et je pense que ça s'active aussi automatiquement si vous arrivez dans une fenêtre, dans un endroit où il faut entrer un mot de passe ou quelque chose de plus confidentiel, numéro de carte de crédit. Donc, c'est vraiment une fonction adaptable et comme c'est au niveau du pixel, au niveau de l'affichage comme tel, c'est ajustable par le logiciel. Et ça, c'est assez cool parce que justement, ça permet des applications nichées et automatisées. Donc, ça permet vraiment de renforcer le niveau de sécurité du téléphone. Et ça, c'est un truc assez cool. Au niveau de l'affichage, on a aussi amélioré la qualité je veux pas dire la résolution, mais la netteté des images. Il y a deux façons. Au niveau des couleurs, on adopte une technologie de 10 bits qui permet 1 milliard de couleurs différentes. Ça commence à faire de la nuance de couleurs, ça, les amis. Et on a aussi, on appelle ça une technologie qui s'appelle ProScaler qui, en fait, rend les images plus nettes. Vous savez, des fois, on prend des photos, puis là, on zoome dans la photo sur l'écran parce qu'on va aller voir le détail. Le détail est flou. C'est pas que les pixels sont pas là, parce que les appareils de 200 mégapixels font des photos quand même assez détaillées. Mais souvent, c'est juste l'affichage qui n'arrive pas à reproduire nettement le détail. Et là, on a voulu corriger ça en ajoutant cette capacité-là de raffinement logiciel, donc ça se fait à l'arrière-plan pour rendre les images comme ça plus nettes sans avoir à le faire nous-mêmes. Sous le capot, ben, vous le devinez, c'est une nouvelle version c'est une version, en fait, je devrais dire adaptée au téléphone de Samsung du processeur Snapdragon 8 génération 5, Gen 5 de Qualcomm. Évidemment, on l'appelle dans ce cas-ci Snapdragon 8 Gen 5 for Galaxy parce que c'est comme ça qu'on veut le distinguer chez Samsung. Il y a des puces Exynos sous le capot du Galaxy S26 dans certains marchés ailleurs qu'au Canada et qu'en Amérique du Nord. Globalement, ça ne change pas grand-chose. La puce de Qualcomm est quand même assez costaude. Et là, on l'a amélioré. En fait, on dit qu'il y a beaucoup de gains au niveau du NPU, qui est le fameux agent, le fameux coprocesseur axé sur les calculs liés à l'IA générative. Donc, on va chercher beaucoup de gains de ce côté-là. Concrètement, on a voulu pousser l'intelligence artificielle. On veut faire de ce téléphone-là un téléphone où l'IA générative est plus naturelle à utiliser, n'est pas juste une couche
par-dessus tout le reste. On dit ça, je sais pas, ça fait 3 ans qu'ils disent ça chaque année. Oui. Mais on dit que là, on veut pousser. Ben oui, voilà. On veut pousser la génétique chez Samsung. Si ça vous sonne comme quelque chose que vous avez déjà entendu, Google dit la même chose, Microsoft dit la même chose, Apple va commencer à dire la même chose bientôt. Il y a des tâches complexes en arrière-plan qui peuvent s'exécuter de façon automatique. On a présenté 2 choses vraiment. Une IA génétique qui est à développer, elle ne sera pas entièrement fonctionnelle dès le jour 1. Surprise là aussi. Mais vous pourrez, par exemple, demander à votre téléphone, hey, commande-moi Uber pour aller à la place Ville-Marie, et vous n'aurez rien d'autre à faire qu'attendre que ça se fasse tout seul. À l'arrière-plan, on va choisir le véhicule que vous voulez, que vous préférez avoir, on va choisir la course, on va vous dire, ben, c'est correct, dans 5 minutes, mets-toi sur le bord de la rue et c'est parti. Et plus tard, on dit qu'on veut intégrer des applications comme Instacart et d'autres applications comme ça dans l'IA génétique pour que vous puissiez, et ça, j'ai hâte de voir les dérapages, mais imaginez, vous demandez à votre téléphone, hey, achète-moi du papier de toilette ou achète-moi 12 rouleaux de papier de toilette et ça va se faire tout seul. Et là, évidemment, vous allez arriver puis ils vont vous acheter un téléviseur Samsung 65 pouces sans votre consentement. Et je ne sais pas à quel point ça va être fiable, mais il va falloir juste vraiment bâtir une confiance. Ça, c'est certain. Ben oui, juste de te demander d'emmène-moi à la place Ville-Marie, puis ça t'emmène au restaurant chez Marie, ou ça t'emmène chez ta tante qui s'appelle Marie. T'es pas avancé, là, t'es un peu pompette. Ouais. Tu te rends compte au milieu de la course que tu t'en vas pas dans la bonne direction. Amène-moi à l'aéroport, ça t'amène au mauvais aéroport. Tu peux avoir un gros problème si l'intelligence artificielle n'est pas assez futée pour te préciser. Veux-tu que je t'amène à Charles de Gaulle et pas Roissy et pas l'autre? Je pense que Charles de Gaulle et Roissy, c'est pas la même chose. Je pense que oui. Non, il y a deux aéroports. Il y en a un pour les vols domestiques 2 aéroports. À Paris, mais effectivement, ça va. Écoute, j'ai hâte de voir parce que là, on dit on y va tranquillement dans le déploiement de l'application. Je ne sais pas à quel point. Ce qu'on dit, c'est qu'on veut éviter d'avoir vous demander chaque fois à chaque étape du processus des consentements ou des surveillances ou une surveillance en fait. Ben oui, et effectivement, on se rend compte que si on ne demande pas un petit coup de petite vérification à chaque étape, il y a beaucoup de points de friction ou des endroits où il y a des erreurs potentielles. Donc, à suivre, n'est-ce pas? Et l'autre partie de l'autre nouveauté principale où on intègre beaucoup d'IA chez Samsung pour le S26, c'est ce qu'on appelle le Nudge Now, qui est en fait, c'est la barre, c'est une barre de commande juste au-dessus du clavier Samsung intégré aux applications, toutes les applications du téléphone, en fait, où on fait des suggestions, mais pas seulement des suggestions de mots pour compléter une phrase, ce qui est déjà très courant, mais aussi des suggestions d'actions à faire basées sur le contexte de ce que vous êtes en train d'écrire. Si on se texte, « Hey, j'ai faim, qu'est-ce que tu en penses? » Normalement, si ça fonctionne bien, dans cette barre-là, il y a une action qui va être « Hey, commande-moi de la nourriture via l'application de ton choix » ou « Hey, voici une adresse pour un restaurant. » On peut aussi chercher dans l'ensemble de ces documents, et pas seulement sur Internet, mais aussi dans nos notes ou ailleurs dans le téléphone, à partir d'un mot-clé. C'est « Hey, j'ai perdu le numéro de la chambre d'hôtel où je m'en vais. » Là, normalement, la magie de l'IA devra opérer, nous le trouver pour nous. Là encore, il faudrait l'essayer. La démo est assez limitée ici, mais l'intégration... L'interface de la chose est super belle. La fonctionnalité, ça va être à tester parce que c'est pas garanti, mais il y a de l'intérêt. On rajoute aussi, évidemment, je veux dire, on ressuscite, même si c'est pas vraiment le cas, Bixby. Là, on essaie de lui trouver une niche parce que c'est une commande vocale qui vieillit pas très bien. Mais on dit qu'on l'a repackagé pour être plus fonctionnel, pour mieux comprendre ce qu'on lui dit dans un langage naturel, mais ça sert surtout à trouver les bons réglages dans le téléphone. On s'est vraiment concentré sur contrôler le téléphone grâce à Bixby. Le reste, c'est Gemini ou Perplexity. Côté caméra, on revient avec les mêmes capteurs. On a changé un peu les objectifs. On a ouvert l'aperture, l'entrée lumineuse, je devrais dire, pour faire entrer plus de lumière. 47% plus de lumière dans le téléobjectif, 37% dans l'objectif principal. Et là, on a inventé un mot chez Samsung, on parle de nightography, donc de photographie de nuit, pour dire que c'est vraiment le bon appareil pour faire de la photo de nuit. Et je faisais remarquer à des collègues, parce que je suis rendu un peu vieux, qu'il me semble qu'on disait ça dans le temps du Galaxy S6, ce qui ne rajeunira pas personne. Mais bon, bref, on continue à pousser de ce côté-là. On a beaucoup réduit le bruit numérique. Vous savez, les pixels bleus et rouges qui viennent un peu pigmenter et souvent altérer négativement une photo pour rendre ça plus naturel. Là encore, on n'a pas eu l'occasion de l'essayer dans le noir. Il y avait une situation où on pouvait l'essayer, mais c'était assez limité. Évidemment, ça fonctionnait comme par magie parce que c'était un contexte idéal pour faire une photo en situation sombre. Mais il va falloir... essentiellement, ça permet de prendre des photos sombres avec une moins longue exposition.
sans nécessairement que ce soit 1/128e de seconde. Là, ça se peut que ça prenne 1 seconde au lieu de 2. Donc, il y a encore très grande possibilité qu'il y ait du flou, mais c'est quand même un peu plus efficace de ce côté-là. Autre nouveauté matérielle, la recharge filaire monte à 60 watts avec le Ultra quand c'est disponible. Ça permet de charger de 0,75% en une demi-heure. Donc, vous pouvez le brancher seulement pendant que vous prenez votre douche, par exemple, ce que bien des gens font souvent. Et on a, du côté de la recharge sans fil, on a haussé ça à 25 watts, ce qui est meilleur que le protocole Qi 2.0, qui est actuellement le standard. Tout ça pour la coquette somme de combien, vous pensez? Ouf. C'est un peu ça que... J'ai eu une conversation avec les gens de Samsung. Je leur ai dit, entre autres choses, est-ce que vous pourriez, par exemple, éventuellement imaginer un téléphone qui reviendrait à un seul objectif pour la photo, mais qui serait capable de faire toute la photo que font les 3 objectifs actuels et qui permettrait d'en retrancher quelques centaines de dollars sur le prix de détail. Et on a dit, on n'est pas encore là. Ce qui veut dire que le Galaxy S26 coûte 1 250 $ en version de base. Ça monte à 1 900 $ pour un S26 Ultra avec 256 Go de stockage et ça va jusqu'à 2 600 $ pour le S26 Ultra avec 1 Teraoctet. Je ne l'ai pas sous la main, puis on va en reparler, puis je vais l'avoir pour l'essayer, mais je pense que c'est le prix d'un Galaxy Book 6. Je pense que c'est le prix d'un ordinateur complet, 2 600 $. Et je comprends l'intérêt d'un téléphone par rapport à un PC. Là, on n'ira pas à cette conversation-là, mais c'est beaucoup de sous pour un téléphone, on va se le dire franchement. Je ne sais pas si à un moment donné, on ne devrait pas... c'est sûr que, là, chez Samsung, on a la gamme A, Galaxy A, qui est pas mal plus abordable que la gamme Galaxy S, mais ça reste quand même des gros sous, on va se le dire bien franchement. Il faudra voir aussi, parce que c'est une évolution, je ne sais pas à quel point les fournisseurs vont vouloir faire des spéciaux. Vous savez, les fournisseurs de réseaux sans fil, ils vont vouloir peut-être l'offrir pas cher en échange d'un forfait sur plusieurs mois. Donc, ça va être à suivre, mais ça laisse beaucoup de marge pour des téléphones. Et c'est la conversation que je vais avoir demain avec des gens de Samsung Canada, c'est je voulais leur demander, parce que vous savez, Google vend beaucoup de téléphones Pixel au Canada, mais c'est à peu près le seul marché où ils ont du succès en ce moment. Et j'étais curieux de savoir si le fait que les téléphones comme celui-là coûtent très cher n'était pas justement la meilleure porte d'entrée pour Google dans le marché. Mais clairement, il faut magasiner son téléphone, il faut être sûr de faire le bon choix, parce que ça commence à être des gros sous. Je veux dire comme ça. Oui, mais je pense qu'ils peuvent s'en sortir. Et c'est ça qui est drôle. Quand les commerçants peuvent s'en sortir en offrant un téléphone plus cher, pourquoi diminuer le prix pour aller chercher une éventuelle clientèle et compétitionner avec des téléphones qui sont depuis longtemps moins chers, considérés comme des bonnes valeurs, et ainsi de suite. Je passe à un autre sujet. On reste dans l'intelligence artificielle. Tu apportes un bon point, là. Et c'est ça, c'est que Perplexity, ça a été annoncé cette semaine, que Perplexity va s'ajouter à Galaxy AI. Donc, en invoquant Galaxy AI, on peut jaser avec Bixby, Gemini et Perplexity. Samsung dit que c'est pour avoir un écosystème multi-agent. Tu as parlé d'agentique, encore une fois, on nous met ça très, très fort. On va pouvoir obtenir la meilleure intelligence artificielle selon la tâche. Et moi, je soupçonne encore une fois que les intelligences artificielles, c'est ma prédiction, je la répète, qu'on va avoir des intelligences artificielles très, très spécialisées. Ce ne sera pas juste comme Microsoft, ça va être Word, Excel, PowerPoint. On va vraiment diviser. Je pense que l'intelligence artificielle va avoir un cheminement semblable. Au lieu d'avoir ChatGPT, on va avoir différents modules, quelque chose comme ça. Il semble que les gens qui utilisent l'intelligence artificielle développent un sentiment d'attachement à leur intelligence artificielle. Alors, d'offrir Perplexity, ça serait une façon de séduire les utilisateurs. Je pense que tous les grands manufacturiers en ce moment tentent de répartir leurs billes dans différents paniers, leurs œufs dans différentes poches de billes. Ils sont un peu mêlés, ces gens-là. Moi, c'est mes métaphores qui sont mêlées, Alain. C'est comme Claude qui s'ajoute à Copilot. Copilot, c'était GPT emballé à la sauce Microsoft. Microsoft s'est dit, on va répartir notre portefeuille, on va ajouter Claude comme agent. Je pense qu'on est en train de travailler là-dessus. Je vois qu'Apple travaille très fort à intégrer Gemini dans Siri. Je ne serais pas étonné qu'il y ait des annonces qui eux aussi offrent différents agents, ne serait-ce que pour diminuer le risque et augmenter la qualité des réponses aussi. Moi, je vois deux choses à ce mouvement-là. C'est premièrement, il y a les intelligences qui finissent par I. On a Bixby, Gemini, Perplexity, Siri, puis on a les autres. Mais il y a aussi cette notion où c'est de moins en moins un sprint, de plus en plus un marathon, parce qu'on voit, tu sais, Claude d'Anthropic, Perplexity qui ont démarré un peu
plus lentement que ChatGPT, que Google et Microsoft, qui commencent à s'imposer de plus en plus dans leur spécialité, dans leur créneau, comme des IA qui sont peut-être plus incontournables. J'ai hâte de voir à quel point l'utilisateur va en sortir gagnant. C'est une cette triple, je sais pas, c'est une dualité x3, là, je sais pas c'est quoi le mot exact, mais cette coexistence de 3 IA sur un téléphone Samsung, si on ne les connaît pas, ça doit être mêlant. À qui je dois parler pour faire ce que je veux faire? Ça va être un petit défi à un moment donné aussi d'avoir un petit cours 101 d'introduction à l'IA sur votre téléphone parce que ça va être mêlant. Et d'ailleurs, je vais glisser naturellement vers le prochain sujet, parce qu'encore une fois, ici à Samsung, on a rencontré des gens de Samsung pour voir c'était quoi leur vision de l'intelligence artificielle. Samsung fait un push cette année parce qu'ils veulent s'imposer, au même titre que Google le fait déjà beaucoup, Microsoft le fait déjà beaucoup et Apple compte le faire aussi cette année. Chez Samsung, on dit qu'on a présentement 400 millions d'appareils animés ou équipés d'une IA qui sont en marché, qui sont dans le vrai monde, qui circulent, et on espère passer à 800 millions cette année. Les téléphones, mais aussi d'autres appareils. Donc, on met beaucoup de pression. Ce qu'on réalise, et ça, c'est très cocasse parce que ça reflète beaucoup l'état de la situation. 80% des gens, un petit peu plus que 80% des gens dans le monde croient que l'IA est une technologie qui peut les aider, donc qui est positive et qui mérite d'exister, en fait. Et au même moment, 80% des gens redoutent d'utiliser ou ne comprennent pas l'IA, ne savent pas comment l'utiliser. Oui. Donc, on dit « Waouh, c'est merveilleux », mais d'un côté, je m'en sers pas. Et là, on a voulu, dans le fond, résoudre cette quadrature du cercle chez Samsung en disant on va pousser avec 3 niveaux d'IA pour la rendre, en fait, plus transparente. Donc, on veut pousser, évidemment, la notion d'IA personnelle, donc adaptée à votre contexte, la fameuse agentique qui est derrière, donc on voit moins parce qu'elle est cachée dans la machine, mais elle automatise des tâches, et la question de contextuelle plus élargie. Et dans les 3 cas, ça mène à quelque chose comme... Et là, c'est là où la théorie, je ne sais pas si ça va rejoindre la pratique, mais ça mène à quelque chose qui est plus naturel et qui est plus intégré au niveau du système. Donc, on demande moins à l'IA de faire quelque chose sur le téléphone, mais on demande au téléphone de le faire. Et ça se fait tout seul à travers l'IA. Et les exemples qu'on donne, ce sont 2 exemples. Le Now Nudge, qui est la fameuse fonction introduite dans le clavier même qui vous permet d'agir au-delà du clavier, mais au-delà de l'application aussi. Et le Now Brief qui vous donne un aperçu de votre journée ou de votre contexte actuel et de qu'est-ce que vous devriez savoir ou faire au moment où vous vous trouvez devant votre téléphone pour continuer votre journée. C'est assez complexe comme concept. Je ne sais pas à quel point concrètement les gens vont se servir de ça, mais on dit que ça va permettre de rendre le quotidien des gens plus simple. On peut résumer des notifications, on peut suggérer des réponses pour faciliter les tâches. Inversement, tu l'as dit, Pascal, ça va créer une cacophonie d'IA parce qu'on va avoir un paquet d'agents différents. Ça prendrait une espèce de chef d'orchestre éventuellement, mais on n'est pas encore là en ce moment. C'était ce que Lenovo avait proposé avec Kira. Oui, effectivement. C'était le chef d'orchestre pour coordonner Fait qu'il y a un marché, il y a quelque chose avec ça. Et puis je trouve que autre point de vue éditorial, je trouve que c'est pas au consommateur, c'est pas à l'utilisateur de se demander est-ce que je demande à Bixby, est-ce que je demande à Gemini, est-ce que je demande à Perplexity. Ça devrait être le système qui va proposer ou qui se discute entre eux. Hey, moi, je suis pas pire pour les maths, moi, je suis pas pire pour la résolution de problèmes, moi, je suis pas pire pour la génération d'images, puis qui s'entendent pour attribuer la tâche. Encore une fois, j'ai-tu une bonne bande passante? Est-ce que j'ai un accès au traitement local ou pas? Il faut vraiment que ce soit le système qui s'occupe de ça. Parce que s'il faut choisir, veux-tu que je pose la question à Perplexity? Ah non, je peux pas faire ça. Ah, il faut que je demande à l'autre. Il y a un ça peu va le être même plus vite problème. de le faire soi-même rendu là. Ben oui. Oui, là, c'est ça. On n'utilisera pas pleinement la technologie, Non, c'est ça. Puis ça va créer des résistances. Tu l'as dit sur la question de où se fait le traitement de l'information, c'est quand même assez crucial. On sait qu'Apple pose beaucoup pour... Ils disent c'est sur votre appareil, donc c'est privé et confidentiel. On va quand même chez Apple sur des serveurs et des fois même chez ChatGPT en ce moment, peut-être chez Gemini bientôt. Chez Samsung, c'est un peu le même principe. On dit nous, notre position est qu'on a une IA hybride. Il y a un traitement majoritairement sur l'appareil, mais les tâches plus lourdes se font dans le nuage, se font sur des serveurs distants. Donc, on n'a pas résolu la question de cette notion de risque de fuite de données, cette confidentialité, mais aussi cet accès hors ligne. Quand on n'est pas connecté au réseau, automatiquement, notre téléphone ou nos fonctions d'intelligence artificielle sont extrêmement limitées. Donc, on n'est pas encore au point où l'IA est portable à 100%, mais on s'en approche. Mais on va en entendre parler beaucoup encore cette année parce que non seulement Samsung, mais Google et d'autres aussi vont certainement nous revenir avec des applications d'agentique plus sophistiquées.
Te souviens-tu du Edge Computing, qui était le gros buzzword il y a quelques années, avec l'arrivée du 5G, que les données allaient être traitées dans les bornes tout près des utilisateurs grâce au 5G, ça n'allait pas avoir à transiter, ça allait se faire à la vitesse de l'éclair. Est-ce qu'on a entendu parler récemment de Edge Computing? Ben là, on a rendu le Edge Computing, c'est on-device, ça, c'est beaucoup d'anglicisme, mais c'est donc cette espèce de puissance de calcul en périphérie du réseau est rendue directement dans le téléphone. Et là, on dit, ben, c'est là que ça va se passer, dans l'appareil comme tel, mais ce ne sera pas 100% détaché du réseau. Mais cette question revient tout le temps quand même. Est-ce que tout ça va nous rendre plus productifs, Pascal? Oui, et ça, c'est très, très drôle parce qu'il y a 2 chercheuses du School of Business de UC Berkeley, en Californie, qui ont fait une recherche qui a été publiée dans le Harvard Business Review. Ils ont étudié, ils ont observé 200 employés d'une entreprise technologique américaine pendant 9 mois. Donc, c'est quand même une bonne quantité de données et ils ont regardé leur relation avec l'intelligence artificielle et ils se sont rendus compte que l'intelligence artificielle n'allégeait pas la charge de travail des employés, mais elle augmentait la sensation de productivité. La sensation de productivité. Et la sensation de productivité. Parce que, par exemple, puis il y a plein d'exemples dans l'article, certains employés se sont mis à faire du vibe coding. Hey, moi, je suis efficace, je peux faire du vibe coding, puis moi, on va faire ta job. Puis là, ils se sont mis à étendre leurs tâches pour des choses qu'on leur avait pas vraiment demandé. Donc, ils sont moins productifs dans la tâche qu'on leur a demandé. Et là, les ingénieurs, les pauvres, eux autres ont dû prendre le temps de vérifier, réviser, corriger tout ce code-là qui a été généré par des employés qui se trouvaient super productifs. Ils ont aussi constaté, puis ça, c'est toujours troublant, le flou entre l'utilisation de l'intelligence artificielle augmenterait le flou entre le travail et la vie personnelle. Les employés continuaient à jaser avec l'intelligence artificielle dans leur pause, par exemple. Fait que là, au lieu de prendre une petite pause, jaser avec les collègues, prendre le temps de manger leur sandwich et rester au bureau comme ça. Fait que jetez un coup d'œil là-dessus, c'est dans le Harvard Business Review, c'est une étude qui fait beaucoup jaser. Je pense que c'est des choses qu'il va falloir ajuster dans ces organisations, discuter de qu'est-ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle, comment on l'utilise, au-delà des problèmes de sécurité, de confidentialité, de fuite de possibles d'utilisation de l'intelligence artificielle. Il y a une nouvelle tendance là, où tu n'es pas autorisé d'utiliser de l'intelligence artificielle dans ton organisation, mais tu te connectes en cachette sur d'autres intelligences artificielles causant peut-être des fuites de données et tout. Jetez un coup d'œil là-dessus et gardez en tête que l'intelligence artificielle mal utilisée, sans formation, sans entraînement, n'allègera pas nécessairement la charge de travail de vos employés, mais c'est, je pense, ça qu'on entend beaucoup, ça augmente la sensation de productivité. La sensation de productivité. Ben, ça renforce ce que j'avais lu à une autre étude que j'avais lue plus tôt cette année qui disait que souvent, on a l'impression de nous être plus productifs en utilisant l'IA, mais ça fait juste pousser, là, en fait, une charge de travail vers l'élément suivant de la chaîne de la hiérarchie d'entreprise. Donc, c'est juste du déplacement de productivité. Donc, c'est pas entièrement une économie de temps que d'utiliser l'IA. Et les programmeurs disaient, eux, qu'ils passent mettons, le 25% de temps qu'ils sauvaient à coder, ils le dépensaient ensuite à relire le code pour être sûr qu'il était correct. Donc, ultimement, il n'y a pas non plus un très gros gain. Bon, bref, c'est pas entièrement à point encore, mais on peut se faire là-dessus. Je vais revenir sur, et ça va être le dernier bout de l'émission sur Unpacked, mais Samsung a présenté les Galaxy Buds 4 et Galaxy Buds 4 Pro aussi aux côtés du Galaxy S26, donc les écouteurs Bluetooth. Et normalement, bon, c'est un accessoire, donc c'est marginal, mais dans ce cas-ci, je trouve ça intéressant de parler surtout des Buds 4 Pro qui ont une belle nouveauté. Ce sont des écouteurs à boutons qui promettent 2 nouvelles choses qui... Enfin, semble-t-il, on a résolu 2 affaires. Ce sont des écouteurs à musique sans perte. On a enfin atteint un niveau d'audio, on dit lossless. Et là, je leur ai demandé, vous savez que le lossless, le véritable audio sans perte, c'est nécessairement des écouteurs filaires dans une source non compressée de musique. Et là, on a dit, OK, on dit lossless, mais on dit le plus proche possible du lossless en situation de connexion Bluetooth à Spotify. Et là, tout d'un coup, la phrase est plus longue. Spotify, t'es pas spotless, t'es pas lossless en partant. Parce il y a une version, il y a de l'audio haute
qualité haute résolution dans Spotify maintenant, mais c'est pas encore entièrement c'est ça, c'est pas partout. le Il faut lossless. activer des réglages, puis en mode mobilité, généralement, tu n'auras pas ce lossless-là par défaut, à moins de vouloir avoir des bandes passantes illimitées. On a quand même, chez Samsung, un codec spécifique aux produits Samsung développé conjointement avec Harman, qui est une filiale maintenant de Samsung qui fait les écouteurs Harman Kardon. Si vous savez de quoi je parle, vous savez que c'est de l'audio quand même de bonne qualité. Mais ça permet d'aller chercher quand même de bonne qualité. Ce sont des écouteurs qui ont été quand même revus de façon assez costaude. Entre autres choses, on a désormais un système à 2 voix. On a un tweeter, un woofer, donc un haut-parleur d'aigu et un caisson de grave. Caisson, évidemment, il faut le prendre avec ce que ça vaut. Là. C'est quand même, ça fait, je sais pas si ça fait 1 centimètre de large, mais on dit qu'on a agrandi de 20% la surface de vibration sur le woofer pour aller chercher des graves plus profondes. Et je vais vous dire, quand on les écoute, on sent cette dualité-là parce que ça... sans vous dire qu'on détecte la différence entre l'audio haut de gamme, haute résolution et de l'audio numérique typique, on entend quand même la qualité de la richesse de ces écouteurs-là et elle est supérieure à ce qu'offraient les Buds de génération précédente. C'est quand même le fun. On a aussi revu la forme du petit étui, du petit boîtier, en fait, de l'écouteur comme tel pour s'assurer. Et là, on s'était basé sur des données tirées d'institutions médicales et académiques pour s'assurer que le format était universel et que ça tenait bien dans l'oreille d'à peu près tout le monde. On dit ça à chaque fois, là, mais le maintien, évidemment, est le plus proche possible du maintien parfait dans l'oreille d'à peu près tout le monde. Il faudra voir. On a amélioré aussi l'annulation de bruit, le fameux système ANC pour l'ajuster, pas pour le rendre nécessairement plus performant, mais pour l'ajuster à l'environnement. Donc, si c'est moins bruyant autour, on va moins pousser sur l'annulation pour reposer un peu l'oreille, parce que des fois, ça crée une espèce de pression sonore quand on met l'ANC à fond et qu'on reste comme ça très longtemps. Donc, ça rend les choses plus simples. Et les écouteurs sont très rapides à détecter la voix. Si vous les portez, vous écoutez de la musique et vous voulez parler à quelqu'un, vous mettez à parler, l'ANC se réduit beaucoup et vous avez une transparence qui est pas mal plus naturelle. Et ça fonctionne plutôt bien dans ces écouteurs-là. On a aussi dit que la qualité des appels sera grandement améliorée. Vous savez, parce que je ne connais pas encore je n'ai pas trouvé d'écouteurs à part les AirPods Pro qui fonctionnent bien quand on prend un téléphone et que les gens ne te disent pas « Hey, peux-tu enlever tes écouteurs et me parler dans le téléphone? » Ceux-là, dit-on, sont capables de le faire. Il y a plusieurs micros externes sur les écouteurs, dont des micros qui captent la conduction osseuse, vraiment la façon dont le bruit vibre sur le visage quand on parle. Et on dit qu'on va chercher avec ça le 5% manquant pour rendre la voix vraiment plus naturel pour la personne au bout, l'interlocuteur, l'interlocutrice, et que ça permet aussi de faire ça tout en masquant efficacement le bruit ambiant. Donc, ça va être intéressant de voir à quel point c'est vrai. En l'essayant, je n'ai pas pu faire d'appel ici. Le téléphone, évidemment, n'était pas configuré pour ça. Mais j'imagine qu'il faut que tu aies un téléphone Samsung pour bénéficier pleinement de tous les avantages. Il y a des limites. Évidemment, ce sont des écouteurs Bluetooth. Donc, la plupart des choses fonctionnent, mais le codec ultra haute qualité qui permet d'écouter de la musique en 24 bits, 96 kHz, est unique aux appareils Samsung. Donc, ça prend un Galaxy S26. On n'a pas dit si ça allait découler aussi sur les S25 et les Galaxy S précédents, mais on dit peut-être un jour. L'audio 360 aussi, le fameux audio spatial, demande de jumeler le téléphone et les écouteurs de la même marque. La voix sur appel, je ne sais pas à quel point ça peut être fonctionnel, mais il y a des réglages dans l'application Samsung Buds aussi qu'il faut aller chercher. Donc, ce ne serait pas entièrement fonctionnel sur d'autres téléphones. Donc, Samsung, et ce ne sont pas les seuls, ils jouent cette carte de l'écosystème fermé pour aller chercher des gros sous. Les Buds 4 Pro sont 329 $, donc ce n'est pas non plus une aubaine, il faut faire attention à ça. Mais moi, je dirais ceci, si vous avez un téléphone Galaxy S 24, 25, est-ce que le S26 est nécessaire? Évidemment non, parce que les téléphones, ça se renouvelle aux 5 ans environ. Mais un petit accessoire comme celui-là peut être le fun pour vous gâter, parce que ça, c'est quand même une belle... Au niveau juste l'écoute musicale, là, c'est une belle amélioration. Évidemment, on pousse l'audio sans perte et tout ça, mais juste l'audio normal, rehaussé avec la qualité technique de ces écouteurs-là, est une belle progression, même si c'est sûr qu'on aurait préféré qu'ils coûtent 200 $ plutôt que 329, mais bon, j'imagine que ceux qui vont faire des précommandes du téléphone vont probablement l'avoir inclus. Peut-être qu'il va être inclus gratuitement en précommande ou chez un fournisseur là, d'ici le temps des fêtes un peu, mais au cours peut-être du printemps, il y aura des promotions, effectivement.
Ouf. Tu vois, je me suis Ah. assis pendant la chronique parce que j'ai donné des formations ce matin. Je suis un peu, j'ai un coup de fatigue. Terminé avec un truc qui m'a énervé. Je me suis connecté comme Oui. d'habitude sur messenger.com pour avoir les Mhm. messages Messenger. On s'écrit par Messenger régulièrement. Ça me tente pas de passer par Facebook parce qu'il y a plein de cochonneries. Je suis très peu. J'avoue que j'ai raté l'anniversaire d'une amie parce qu'elle m'avait invité sur Facebook. Je vais plus sur Facebook. Mais à partir d'avril, si on va sur messenger.com, on va être redirigé vers facebook.com/message. Mhm. Et là, je Ouais. suis comme, voyons, c'est-tu si compliqué que ça de garder Messenger? On veut nous faire aller dans Facebook, on veut nous faire regarder tout ce qu'on nous propose comme contenu. Et l'application Messenger de bureau, peut-être parce qu'elle n'était pas très utilisée, c'est mon hypothèse, je savais pas honnêtement qu'elle existait. L'application Ah Messenger non. de bureau va disparaître aussi à Moi, partir j'utilisais beaucoup d'avril. sur mon Mac du travail parce que tu peux recevoir les alertes Ah, dans le voilà. coin, dans Mais le coin de tu vois, l'écran, ce que la version web, je pense, ne permet pas. ouais, c'est ça. Fait que moi, Donc, je préférais me connecter quand je me connectais. J'aime ça travailler concentré. mhm. Mais cette application-là va aussi disparaître pour te forcer à aller faire un tour sur Facebook, /message, qu'on peut mettre dans ses signets. Mais je Ouais. trouve ça un peu bizarre là, qu'on vient garder le messenger.com pour aller directement dans ses messages et que dans ses messages. Et éventuellement aller dans Facebook si tu as le goût d'avoir des trucs partagés sur Facebook. Mais Ouais. Est-ce qu'on pourrait c'est un éventuellement peu avoir une décourageant. stratégie de pousser tout le monde vers WhatsApp? Je ne sais pas si Ben on veut oui, unifier la ça serait messagerie, tellement mais il me semble simple. que ce Pourquoi serait il y a trois, logique. quatre messageries? Pourquoi Parce c'est qu'il y a une pas... messagerie dans Instagram, une messagerie dans Facebook oui, maintenant, et il y a WhatsApp oui, chez Meta. Évidemment, à partir de oui, là, chez TikTok, on peut s'envoyer des messages. Du côté Snapchat, on s'envoie beaucoup de messages. Chaque plateforme a comme son espèce de messagerie. X veut avoir sa propre messagerie ben aussi. oui. Une Donc, ouais, ça messagerie fait beaucoup. croisée serait assez génial en même temps. Est-ce que la concurrence américaine verrait ça d'un bon œil? Ben, si on pouvait avoir des messageries universelles, ça serait déjà pas pire. Si on peut s'envoyer dans Messagerie les universelle. messages de Mac, s'envoyer Ben un message oui, dans Meta pour les gens qui l'utilisent, et ben ainsi de suite. oui, Ça serait assez fou parce que sinon, oui. imagine l'équivalent de ça quand on a inventé la poste. Si chaque boîte aux lettres devait être Avec un uniforme pour service postal fonctionner, différent, ben oui. pour tel type d'enveloppe et telle couleur de timbre, et ainsi de suite, imagine combien de boîtes aux lettres il faudrait avoir devant sa maison. C'est un peu le même principe. Là. Il faudrait m'en faire un ménage dans tout ça, mais bon, Oh, on que n'y est pas c'est encore. un futur où on aurait une adresse qui nous permettrait de recevoir des messages, peu importe la plateforme où on est. Ça serait Mhm. cool. Un peu comme on peut écouter le podcast Une tasse de tech, peu importe l'application de podcast qu'on utilise. Exact. J'aime ça. C'est un excellent parallèle. Bon point, Pascal. Merci pour ça. Merci pour tout. C'était, écoute, c'est Galaxy Unpacked. En fait, je veux dire Samsung Unpacked 2026, entremêlé de nouvelles d'actualité de la semaine. On va faire une petite pause et on va revenir tout de suite après ceci à nos gadgets de la semaine. Restez avec nous à Une Mhm. tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Bienvenue à Une tasse de tech et c'est le moment où on vous parle de gadgets qui pourraient vous faciliter le quotidien. Et Pascal, tu en as un pas mal le fun. En fait, il y a deux affaires par rapport à ce dont tu vas parler que je veux dire Mhm. avant que tu en parles. La première, c'est drôle parce que je m'ennuyais cette semaine du bon vieux Kindle Oasis qui était une liseuse Kindle avec boîtier en inox, donc en acier, et Oui. Ah couverture en oui. micro suède qui était tellement élégante. Oui. Euh, Oui. et malheureusement, je ne l'ai plus. Je l'ai juste essayé temporairement. Et Et moi, ça je donne l'ai donc premier brisé. point. Ah, ben, tu vois, ça aide pas non plus. Et deuxième point, comment ça se prononce la marque? Parce que moi, je vois ici Xtink, mais je suis pas sûr que ça se prononce comme ça. Ah, ben écoute, moi, je le prononcerais XT E-Ink. OK? Parce que c'est XT et c'est un appareil en encre électronique, en papier électronique, e-ink. XT E-Ink X4, c'est une mini liseuse. Et C'est quand même quelque j'hésite chose à à dire prononcer. micro. Ouais, j'hésite à dire micro liseuse parce qu'ils ont encore la X3 qui est encore plus petite. Elle est grosse comme OK. ça, ceux qui nous regardent sur YouTube. Elle est de Ça, la c'est gros taille de comme un la paume de téléphone, ma là. main. C'est Ouais. gros, plus petit qu'un téléphone à main. Si je le mets par rapport à un téléphone, là, c'est ridicule. Ça se cache derrière un téléphone. Ah. D'ailleurs, c'est un des trucs qui est assez génial. Si je prends ici un iPhone, je crois que c'est le Ah, 8, tu peux l'accrocher euh, derrière. tu peux l'accrocher derrière. Il y a un petit support MagSafe qui permet de clipper Ouh. et de cacher complètement sa liseuse derrière son téléphone. C'est de dire, ben, à quoi ça sert? Moi, je lis avec mon téléphone. Moi, j'aime pas ça lire avec mon téléphone. Ça
consomme plus de batterie, c'est lumineux. Avec le XT Ink au dos, on peut lire très rapidement, passer d'un à l'autre de son téléphone à la lecture concentrée. Le XT Ink est assez génial. Je suis étonnamment surpris, c'est 100 $. Et à la base, ça valait pas cher. Les premières critiques que j'ai lues, c'était très, très mitigé parce que le système d'opération était pas terrible. C'était chinois, ça fonctionnait un peu tout croche et l'écran n'est pas tactile. Et c'est pas une version d'Android parce que écoute, c'est une version d'un système bizarre. C'est pas Android normal. Non. C'est un système très minimaliste. Le système n'est pas tactile. L'écran est pas tactile. Fait que pour naviguer dans tes menus et tes livres, il faut que tu appuies sur, il y a 1, 2, 3, 4 boutons, dont 3 boutons ont 2 sens. Tu peux cliquer en haut et en bas. Fait que tu as 7 boutons en fait. Et là, tu navigues dans tes menus avec des fois un, des fois en bas, des fois en haut, des fois en bas. C'est un peu la confusion. Sauf qu'avec beaucoup de mises à jour, il y a un système d'exploitation alternatif qui a été créé, qui fonctionne très, très bien. C'est celui que j'ai utilisé d'ailleurs, qui s'appelle Crosspoint. Il y a des mises à jour très régulières. J'ai installé le système d'exploitation, j'ai mis des livres. C'est des livres en format TXT, texte, ou en format EPUB. Ça supporte pas autre chose. Vous avez des livres Amazon, c'est pas compatible. Ça se synchronise avec Calibre. Si vous connaissez les amateurs de logiciels libres qui gèrent leur librairie avec Calibre, la liseuse XT Ink 4 X4 se synchronise avec Calibre si on veut. Ça fonctionne merveilleusement. Et c'est super drôle parce que c'est tout petit. Fait qu'il va falloir ajuster la taille de ces caractères. On voit pas beaucoup de texte à la fois. Donc, il va vraiment falloir bidouiller un peu, trouver le style de caractère, taille de caractère qui fonctionne. Si on est jeune, on peut lire de très près. Si on est vieux, un peu plus gros. Mais sérieusement, c'est tellement apaisant de lire avec ça. Tellement le fun de lire avec ça. Transfert est super le fun. On peut mettre une carte micro SD dedans avec des livres supplémentaires si on le désire. Très, très simple. Synchronisation se fait par Internet. Transfert des livres peut se faire par Internet aussi avec Crosspoint. J'ai pas utilisé honnêtement le système de base. J'avais trop de difficultés à contrôler les boutons. Intuitivement, j'ai pas réussi, pourtant j'ai un petit peu d'expérience. Avec Crosspoint, ce qui est génial, premièrement, ça s'installe, on peut passer du système d'exploitation original à Crosspoint et vice-versa. C'est 3 minutes, pas plus. C'est à partir d'une page web, tu branches, ça détecte ta liseuse et ça synchronise. La beauté de Crosspoint, c'est qu'au-dessus de chaque bouton, on t'indique qu'est-ce que le bouton fait. Haut, bas, menu, OK, go, retour en arrière. Et je vous assure, c'est pas intuitif. Fait que constamment, dans Crosspoint, il t'indique qu'est-ce que chaque bouton fait, ce qui facilite grandement la navigation. Ça pèse 74 grammes. L'écran, pour ceux qui nous écoutent, c'est 4,3 pouces de diagonale. L'appareil est à peine plus petit. Les trucs vite, je l'ai reçu hier et j'étais très, très emballé. Là, ça vient avec 32 gigs de stockage, donc beaucoup de livres. La résolution, 220 pixels par pouce, c'est pas énorme, mais encore une fois, c'est tellement je veux dire, en haut de entre 200 et 300, c'est lisible, en fait. C'est bien, c'est confortable pour l'œil. C'est totalement lisible, Alain, j'ai pas vu. Tu sais, c'est tellement petit l'écran, t'as pas besoin de plus de pixels que ça. Ça fonctionne avec du USB-C pour la recharge. La seule chose qui me semble un peu juste, c'est la pile qui est de 650 mAh. Écoute, j'ai senti que ça baissait vite la charge. J'ai senti, là, qu'en l'utilisant rapidement, j'étais assez enthousiaste, j'ai essayé plein d'affaires, puis je lisais, puis j'ai vu que la batterie a baissé de 5 à 10% en ce qui m'a semblé être 1 heure et quelques. Fait que j'ai l'impression que ça n'aura pas l'autonomie de peut-être quelques mois une fin de semaine de lecture. Peut-être une semaine de lecture, encore une fois, mais c'est pas un gros obstacle. Tu le branches et ça se recharge. Dans les limites, c'est pas tactile. Le fait de le coller avec le dos, ça ne recharge pas l'appareil. On s'attend parce qu'il y a l'aimant MagSafe que ça puisse recharger avec une recharge Qi. Malheureusement, ça ne l'est pas. La beauté, c'est que c'est compatible avec n'importe quel appareil MagSafe. Ça veut un support MagSafe. Vous pouvez prendre le support. Vous pouvez coller la liseuse dessus, vous pouvez lire confortablement. Si vous avez des accessoires MagSafe, ça va fonctionner aussi. Ça coûte 100 $, Alain.
Ah coûte oui, le 100 prix est qui est intéressant. sur le Ouais, site. effectivement. 100 c'est pas très cher, je trouve. Encore une fois, c'est pas donné, mais pour contenir ces livres, un petit truc que tu gardes dans ta poche de chemise, parce que là, ça Très rentre portable. vraiment Ben dans ta oui. poche de chemise, poche de veston, poche de manteau, t'attends l'autobus, tu cherches à lire, c'est dans ta main, tout petit, tu le ranges dans ta poche, c'est pas stressant. Et puis, tu peux même le glisser dans un calepin. C'est un petit calepin avec style Comme quasiment un avec portefeuille, là, ben petit oui. élastique, là. Tu glisses, ben Mhm. oui, un portefeuille un peu grand, ça peut très bien fonctionner. C'est la taille d'un passeport. Plus petit qu'un passeport. Fait que tu peux le mettre dans un étui à passeport. Tu glisses, tu as une liseuse dans un petit calepin pour lire sur la route. Vraiment génial. Ça se recharge en quelques minutes. Et depuis la dernière mise à jour de Crosspoint, ça affiche les pochettes de livres. Du côté du système original, il travaille très, très fort aussi. C'est le fun qu'il y a de la compétition. Tu sais, quand une entreprise ouvre son système, il dit on vous empêche pas, on vous met pas les bâtons dans les roues, développez, ça crée que les deux, le système original et le système Crosspoint, s'améliorent de façon synergique et positive. S'ils faisaient ça avec les autres téléphones minimalistes que j'ai essayé, Ouais. au contraire, ils s'assurent de bloquer leur système, s'assurent de rendre le plus difficile possible l'ajout de fonctionnalités. C'est un téléphone minimaliste, peux-tu laisser les gens mettre les applications qu'ils veulent, Bidouiller comme ils le veulent, ben oui. bidouiller comme ils le désirent, mets pas le bâton dans les roues. Tu sais, fais-le pas par défaut. Mais si quelqu'un se dit, hey, on aime le form factor, si on aime la taille de ton appareil, si on aime ses performances, ses capacités, on voudrait juste rajouter Uber, ben laisse les gens le faire. Si on veut, moi je vais ajouter Spotify, puisque pour moi, la musique, c'est pas une distraction, tu rajoutes ça. Dans le cas du XT Inc., il y a des gens qui essaient toutes sortes de faire des minuteurs, de faire des compteurs de gym, il y a toutes sortes de gens qui ont des projets un peu farfelus. Encore une fois, qu'est-ce que ça va être dans un mois? J'ai succombé, je l'ai acheté. Et je suis très, très enthousiaste. Ça va un petit truc pour bidouiller que vous lisez, mais aussi que vous êtes curieux de voir le potentiel de ce petit appareil-là et les fonctionnalités qui pourraient arriver. C'est pas comme minuteur pour le gym, comme une espèce d'horloge d'appoint. Il y a des gens qui travaillent sur tout là-dessus. Mais attendez-vous pas aux performances et à la qualité des liseuses plus costaudes. Forcément. 100 piastres, minuscule, dans ta poche, compact. Je pense c'est niché, mais c'est quand même, ça a des avantages. Ouais. Ben oui, clairement. Exactement. Parce que souvent, je laisse ma liseuse dans mon sac parce qu'elle est un peu trop grosse pour être dans ma poche. Mais ça, je peux le mettre dans ma poche de manteau très facilement et lire très, très vite sans avoir à le sortir de mon sac et remettre dans mon sac. Merci Pascal. Voilà. La XT Inc. X4. Allez voir ça pour 100$, quand même. Tout à fait raisonnable. De mon côté, je suis dans le pas cher non plus. Oui. Ouais. J'ai essayé justement cette semaine, parce que j'avais l'occasion de le faire, des écouteurs Soundcore Sleep A30, comme le nom le dit en anglais. C'est des écouteurs conçus pour dormir, pour le sommeil, de plein de façons, pas juste parce qu'ils sont très compacts. J'avais commencé par dire qu'ils ne coûtent que 200$, ce qui est quand même relativement raisonnable. Des bouchons sophistiqués coûtent dans les centaines de dollars, des bouchons pour dormir. Donc là, on est allé un petit peu plus loin, parce que des bouchons nécessairement bloquent le bruit et ne font rien d'autre. Dans ce cas-ci, c'est des écouteurs conçus spécifiquement pour le sommeil de deux façons. C'est une alternative, en fait, à des écouteurs Bose avaient les Sleep Buds dans le passé. Et ils ont un petit peu arrêté de les développer, de les avancer, de les renouveler. Donc, c'est resté un peu dans le passé. Là, on a dit chez Anker, on a peut-être une occasion à saisir. Ils sont extrêmement minces. Ils se portent de façon naturelle parce que leur profil est assez mince qu'il ne sort pas vraiment de l'oreille. Donc, si vous dormez sur le côté, parce que souvent, on dort sur le dos, mais on se tourne dans la nuit, on dort sur le côté. Et là, c'est la pression que ça pèse sur l'oreille, la met aussi sur les écouteurs et ça écrase le tympan. Et si vous avez des AirPods ou des écouteurs boutons qui sont moindrement plus costauds, donc la plupart des écouteurs le sont, ça fait mal à l'oreille. Et ça, je peux vous le dire, ça m'est arrivé quelquefois de m'endormir sans faire exprès, d'avoir des écouteurs et c'est jamais agréable. Dans ce cas-ci, on a ce profil-là très, très mince, mais on a aussi deux modes de lecture. On a le mode Bluetooth, donc qui permet de jumeler une source sonore de son choix pour écouter de la musique. Et on a un mode sommeil qui pousse ce qu'on appelle des bruits blancs, donc un bruit qui, dans le fond, nous isole un peu des bruits ambiants. Et ces bruits-là sont stockés localement, donc il n'y a pas de transmission Bluetooth. Forcément, ça prolonge l'autonomie de l'appareil. Ça permet, d'ailleurs, je vais vous le dire tout de suite, ça permet d'offrir 14 heures d'écoute en mode local, donc sans jumelage Bluetooth, 10 heures avec un jumelage Bluetooth
et quand on les remet dans le boîtier, ça se recharge. Et là, on a 80 heures d'utilisation. Ce sont des autonomies évidemment idéales, c'est-à-dire que dans la vraie vie, c'est un peu moins long, mais tout ça fait que vous pouvez partir avec ce boîtier-là, dans le fond, en voyage pendant une semaine, sans problème. Vous allez l'utiliser, le charger, et à chaque jour, vous allez arriver avec des écouteurs le soir que vous pourrez utiliser, et ça va être très silencieux parce que vous allez les porter. Une fois que vous aurez écouté de la musique, ça se met en mode bruit blanc et ça va vous aider à dormir. Et ça fonctionne plutôt bien parce que, justement, le bruit blanc isole. Et souvent, vous savez, pour les gens qui voyagent beaucoup, on se ramasse dans des hôtels, puis là, la climatisation fait du bruit. Les rues autour, parce qu'on est souvent dans des endroits très, très urbains, on entend des sirènes, des choses comme ça, et ça isole, ça évacue ces bruits-là de façon assez efficace. Et ça, c'est vraiment agréable. Il y a une insonorisation passive, parce qu'évidemment, il y a les petits bouchons, il y a plusieurs tailles de bouchons dans la boîte quand on achète les écouteurs, et il y a aussi un masquage sonore intelligent qui n'est pas de l'annulation très active, mais qui est quand même une version, il y a quand même une façon d'annuler le bruit qui n'est pas juste passive, et ça ajoute une couche d'insonorisation en plus nécessairement. Et je vous parlais du mode Bluetooth et du mode local de lecture de bruit blanc. Il y a un capteur à bord des écouteurs qui détecte quand vous vous endormez. Il y a un capteur de mouvement, en fait, qui va automatiquement faire passer vos écouteurs du mode Bluetooth, de la lecture musicale, au mode bruit blanc. Donc, une fois que vous endormez, la musique que vous écoutez va arrêter. Donc, la chanson à la fin de l'album, qui est un peu plus dynamique, qui normalement vous réveillerait, là, ne sera pas jouée et ne vous réveillera pas. Et ça, c'est quand même pas rien, parce que ça permet justement de prolonger le sommeil plus longtemps pour les gens qui ont le sommeil léger. C'est un gros plus. Il y a aussi une application qui fait un suivi du sommeil, qui se jumelle à l'appareil, si vous voulez. Il y a une fonction aussi qui permet de faire un petit bruit pour les retrouver si vous les égarez dans les draps de votre lit. C'est comique, ça me fait rire, mais c'est quand même pratique parce que ça peut arriver, parce qu'ils sont très petits, puis comme la version que j'ai ici est d'une couleur style drap d'hôtel, là, un peu blanc cassé, forcément, on risque de devoir les chercher, donc on peut appuyer sur une fonction pour les retrouver plus rapidement. Et il y a quelque chose de super intéressant, si vous les portez toute la nuit, il y a une alarme personnelle qui peut être réglée pour vous réveiller quand vous le voulez. Et ce qui est le fun, c'est que ça sonne dans l'écouteur, donc ça ne réveillera pas votre conjointe ou la personne à côté de vous qui, elle, préfère dormir plus longtemps. Ça, c'est assez cool. Forcément, ça vient avec quelques inconvénients. Pour 200 $, je suis prêt à prendre plusieurs compromis, notamment la qualité sonore est très moyenne, mais il faut s'entendre, là, le boîtier, l'étui, l'espace pour un haut-parleur là-dedans est à peu près inexistant. Donc, c'est pas exactement du son de très haute qualité, mais c'est quand même une façon d'écouter de la musique pour se calmer ou d'écouter même un balado, pour écouter une tasse de thé pour vous endormir. D'ailleurs, on vous souhaite de faire des beaux rêves si c'est le cas. Et l'insonorisation, forcément, n'est pas optimale. C'est pas quelque chose que vous allez porter dans l'avion puis que tout le bruit du moteur et le bruit de l'avion va disparaître. Mais dans une chambre d'hôtel, par exemple, dans une chambre normale, ça fait très bien le boulot. Et je le répète, c'est quand même bien juste 200 $, ce qui est tout à fait raisonnable comme prix. Donc, les Soundcore Sleep A30, ça me semble un bon choix pour les gens qui cherchent une solution à leur sommeil fragile si votre conjointe ronfle, par exemple. Ça peut être une partie de la solution parce qu'effectivement, le bruit va effacer une partie de ce bruit-là. Pascal, parlant de bruit qui insonorise, je pense que tu t'es mis en sourdine parce que je ne t'entends plus. Ça arrive trop souvent. Je suis en train de dire, j'avais testé le A20 de Soundcore qui était très, très le fun. Le A30 me semble, j'étais très, très, très tenté. Je suis content parce que, et oui, j'avais perdu une fois mes écouteurs dans les draps. J'étais content d'avoir de petits bruits. Puis, je voulais juste rajouter que pour certaines personnes, justement, si tu as quelqu'un qui ronfle, si tu as des bruits, des portes qui s'ouvrent, des trucs comme ça, il semble que d'avoir un bruit blanc, il y a un paquet de bruits que tu peux choisir, des vagues, des crépitements de feu, selon le type de bruit qui peut te déranger. Le fait d'avoir un bruit doux, constant, variable mais constant, va faire que tu n'enregistreras pas autant que dans le silence, un grincement, un claquement ou quelque chose comme ça. Ton cerveau va apprécier ce petit bruit de fond-là pour dormir chez certaines personnes. Voilà. Fait que ça, c'est très, très chouette. Voilà. Merci Pascal. Et ça m'a fait à notre balado, édition Unpacked et édition Unpacked bonifiée. Je veux dire, voici, c'était une tasse de tech ultra, comme le S26 Ultra, parce qu'on en a donné plus. On en a donné plus que juste le minimum, exactement. Donc sur ce, merci d'avoir été avec nous. On va remercier nos commanditaires une fois de plus, parce qu'ils sont très appréciés de TELUS
Et Plan A, ben, je salue les gens de Cogeco Média à Montréal à qui je vais envoyer le contenu pour qu'ils puissent mettre ça en ligne et vous puissiez l'écouter avec le bonheur et le sourire. Si vous voulez, vous pouvez vous abonner à nos balados. On a les plateformes, vous savez, les plateformes sur Apple, sur Spotify, sur YouTube, TuneIn. Quelle autre plateforme, en fait? La plupart des plateformes balado Pocket Cast, hébergent. ce que j'utilise, Ouais, que j'aime bien. une tasse de tech. Et je dirais ceci, si vous voulez voir la version vidéo, on est évidemment sur YouTube en version complète et entière. Vous pouvez venir vous abonner à notre chaîne là aussi. Je vois beaucoup de mouvements dans les plateformes balado pour inclure de plus en plus la vidéo. Spotify le fait. Apple va bientôt le faire. Faut qu'on fasse Et quelque chose. probablement que vous allez nous voir la fraise plus constamment, plus régulièrement dans les plateformes de votre choix dans les prochaines semaines, parce que ça s'en vient. Et nous, on a l'avantage de le faire depuis le début, donc on pourra juste déposer nos archives massivement sur ces plateformes-là. Et en plus de nous entendre, vous pourrez nous regarder. Donc, On peut faire mieux côté vidéo, Alain. abonnez-vous. Pascal Mettre aimerait du ça beau qu'on linge. diffuse en 3 dimensions avec lunettes, mais on va y C'est penser. Déjà qu'on pourrait le faire en surround sound, ça serait quelque chose. Pascal, on peut te lire bien sûr sur pascalforget.com. J'imagine qu'il y a une critique plus détaillée de ta liseuse, entre autres choses. Oui, sur écoute, ton ça site. s'en vient. Comme je te dis, je l'ai reçu hier, mais j'ai passé beaucoup trop de temps à lire, pas assez à écrire. Mais non, mais c'est drôle parce qu'à un moment donné, tu te dis, OK, je vais l'essayer. Petit détail que j'ai pas mentionné, c'est très drôle parce que tu as une carte micro SD en terminant le XT E-Ink X4. La carte micro SD, elle est bien enfoncée dans l'appareil. Fait que si tu as des ongles trop courts, ça va prendre un bout de difficile à couteau pour extraire. l'éjecter. Oui, d'habitude, Hey. elle est toute juste. Tu fais juste appuyer, c'est éjecté. Et là, il faut vraiment aller chercher à l'intérieur de l'appareil. C'est un petit détail. Très, très hâte de voir comment une V2 de ça, compte tenu de l'enthousiasme que ça suscite du côté des gens qui tripent papier électronique et bidouillage, va aller. C'est rare. Quelque chose qui coûte 100$ qui procure du plaisir autant. Ouais, bon Fais une point. liste, Alain. Fais une liste, Alain. Parfait. Elle ne sera pas très longue parce que c'est de moins en moins fréquent. Les appareils coûtent moins de 100$ parce que, Ouais. mon Dieu, tout coûte cher. Et à ce sujet, on va en parler. Si vous avez d'autres questions ou si vous voulez en savoir plus sur la stratégie de Samsung, entre autres dans le lancement du Galaxy S26, mais aussi dans leur intelligence artificielle et tout le reste, j'en parle dans la presse cette semaine, donc vous pourrez aller lire ça. Je vous invite à télécharger la Presse Plus sur votre tablette préférée ou aller sur notre site web, bien sûr. Je ne sais pas pourquoi je fais de la promo de la presse. Tout le monde connaît ça. J'ai pas besoin de le faire. Mais c'est un bon journal. Allez-y, lapresse.ca. On est quand même 200 quelques journalistes. C'est sûr qu'au volume, on fait du bon stock. Allez voir ça. Sinon, nous, on prend une courte pause. Je reviens à la maison. J'aimerais ça vous le chanter, mais c'est vraiment pas quelque chose que vous voulez entendre. Et on se revoit la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde!